4 romans et un graphique, c'est parti pour un update lecture que je n'ai pas tourné depuis très longtemps. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Nous allons voir ça tout de suite. Aujourd'hui, je vous présente 4 lectures que j'ai effectuées cet été. 4 lectures estivales, mais pas du tout parce qu'elles n'ont pas un style été. Et un graphique. Je vais commencer tout de suite par le graphique. J'ai lu le 3e tome de Miguel et Dali de Nami Sano. Oui, c'est ça, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Komiku Édition. On est toujours sur cette thématique de ces jumeaux qui sont en fait, Miguel et Dali, qui en fait fusionnent pour ne faire qu'un, qui s'appelle un jeune garçon qui s'appelle Ichiro, et ils enquêtent sur quelque chose que je ne vous dévoilerai pas parce qu'on l'apprend dans le tome 1, mais en gros, ils sont pas par hasard là où ils sont. Ils sont élevés par une famille, par un couple de personnes d'un certain âge, qui a une idée assez arrêtée sur l'éducation et sur ce qu'il se fait ou ce qui ne se fait pas. Dans ce tome-ci, on est plus sur le côté interaction sociale du personnage de Ichiro, et un petit peu moins sur le foyer, un petit peu moins sur l'enquête qu'ils vont mener. Moi, il y a eu un petit bémol, c'est que dans cet épisode, dans ce tome-ci, il y a un passage de châtiment corporel que j'ai trouvé très déplacé et très saugrenu, dirons-nous, qui m'a pas particulièrement plu, et j'ai trouvé ça un peu dommage, sachant que il pourrait y avoir... On est à une époque aujourd'hui où on sait que ça passe plus crème, ce genre de truc. Moi, je suis un peu... peut-être que je suis un peu obtus sur ce genre de choses, mais j'aurais bien aimé un petit truc à la fin ou au début, disant, bah en fait, il y a ça, mais c'est pas bien. Voilà, c'est pas la norme, c'est pas bien. Parce que cette saga peut aussi s'adresser à des plus jeunes et que c'est important qu'on souligne le fait que ça n'est pas normal d'avoir ce genre de geste. Mis à part ça, je suis vraiment toujours aussi curieuse de savoir où est-ce qu'on va aller parce que je n'ai pas du tout d'idée où est-ce qu'on va partir avec ces personnages et comment va se poursuivre leur enquête. Donc j'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer. Je vais ensuite prendre les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus, même s'il n'y a pas d'ordre de préférence. C'est 4 très bonnes lectures, donc je suis très contente. J'ai fini enfin, vous allez me dire, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye chez Folio SF, que j'ai lu en lecture commune avec Claire. Enfin, si je peux dire que j'ai lu en lecture commune parce qu'elle l'a fini quand on l'a commencé, c'est-à-dire il y a 6 mois. Et avec Marie. Dans ce livre, on va suivre en fait la chute d'un empire et on va surtout suivre différents personnages dans leur couche sociale. Alors il y a une jeune servante, il y a un personnage religieux déchu, il y a plusieurs types de personnages, il y a un personnage, j'essaye de pas trop vous en dévoiler, un personnage haut gradé au niveau de l'armée, et voilà, on va suivre tous ces personnages en fait qui sont dans différents camps. Comment ça va se passer dans ce monde qui est régi par un espèce de système un peu féodal. C'est de la fantaisie médiévale. Là-dessus, on est sur un pitch qui est assez ressemblant à ce dont on a l'habitude. Ce qui est différent, alors, il y a plus... tout d'abord, moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour la lire. J'ai beaucoup aimé parce que Estelle Faye, elle fait des choix au niveau de ses personnages qui ne sont pas du tout attendus ni convenus. Elle part vraiment sur des choix qui m'ont pas plu. Voilà, des choix que j'aurais aimé qu'elle ne fasse pas. Mais justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a pris le parti de faire vivre des choses à ses personnages où on n'avait pas particulièrement envie. Moi, j'avais envie que ça se passe bien pour eux, et des fois, ça se passe pas bien pour eux. Elle a un petit côté un petit peu sadique, elle a George Martin, que j'ai bien aimé ma foi, même si on ne tombe pas dans le glauque dans lequel on pouvait tomber avec Game of Thrones. Et ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de représentations. Il y a beaucoup de couples LGBT, il y a beaucoup... voilà, Estelle Faye, elle montre l'amour sous différentes formes et pas que sous une forme charnelle. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Il y a des amitiés très fortes. Il y a des relations entre des personnages qui sont moins convenus. Et vraiment, j'ai trouvé ça très chouette qu'elle nous propose de voir différentes facettes des relations humaines. C'est une écriture qui est très fine. Je ne connaissais pas du tout l'écriture d'Estelle Faye, et elle a une écriture extrêmement fine et qui nous propose un univers très très riche dans lequel on ne se noie pas. On n'est pas sur un world building qui fait qu'on en prend plein les yeux. On est surtout sur du relationnel entre les personnages. Et là-dessus, elle est très très forte. Elle est très forte aussi sur la construction de l'univers, mais vraiment, il y a quelque chose au niveau des personnages qui sont extrêmement creusés,
que j'ai beaucoup apprécié. J'avais rencontré l'autrice à Brive, c'est là que je lui avais acheté son livre, et elle m'avait dit que les lecteurs avaient demandé un tome 2, et que du coup elle l'avait écrit, et je comprends tout à fait, parce que moi je serais un peu frustrée si j'avais dû m'arrêter à ce tome. Je pense que je lirai la suite, c'est même certain que je lirai la suite. Et je sais que la réflexion que je me suis faite en le lisant, c'est tout de même incroyable les autrices de fantasy que nous avons en France qui écrivent d'une qualité absolument incroyable et qui ne sont pas, je trouve, très mises en avant. Estelle Faye, c'est une autrice dont j'avais entendu parler, mais je pense qu'elle n'a pas le battage médiatique qu'elle mérite parce que vraiment c'est hyper bien. Je ne les ai pas pris dans l'ordre parce qu'en premier, celui que j'avais terminé et que j'aurais dû vous présenter d'abord, c'est Cathy de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors on l'a lu avec plusieurs personnes du Patreon et on l'a lu en différé, donc je vais pas dire de bêtises. Je sais que Claire l'a lu, je crois que les deux Claire l'ont lu. Je crois que Barbara l'a lu et il me semble que peut-être Fanny ou Marie l'a lu. Donc je ne sais plus trop, je me mélange un peu les pinceaux. Alors tout d'abord, on est toujours sur cet objet livre qui est absolument magnifique de chez Monsieur Toussaint Louverture. Hein. Si vous ne craquez pas pour ces... Enfin, si vous n'êtes pas fan de la plume, bah, vous pouvez au moins craquer pour l'objet livre parce qu'en plus il est raisonnable, il est à 12,90 et ils sont vraiment hyper beaux. Michael McDowell, on le connaît pour sa saga Blackwater qui est sortie, je pense, l'année dernière, il me semble. Je sais plus trop, je vous avoue que j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Moi, c'est 2022, donc il y a 2 ans déjà. Ah ouais. Et moi, ça a été un énorme coup de cœur, la saga Blackwater, avec une part un petit peu glauque et un petit peu fantastique. À la suite, j'ai lu Les Aiguilles d'Or. Pareil, avec vraiment, enfin, je vous invite à voir dans mes différents updates, j'en ai parlé, et c'est vraiment des lectures que j'ai adorées. Ici, on va suivre le personnage de Cathy, et on va suivre 2 personnages, Philomela Drax, et on va suivre Cathy. D'abord, on va suivre Philomela qui vit avec sa mère dans une misère absolue. Elles vivent toutes les deux. Sa mère, elle fait de la couture dans un village. Vraiment, elles vivent de 3 bouts de ficelle. Enfin, c'est vraiment, les pauvres, c'est une catastrophe. Et un beau jour, Philomela reçoit une lettre de son grand-père l'invitant à venir la voir pour partager avec elle des choses, sachant que ce grand-père, en fait, avait rejeté la mère de Philomela quand elle était plus jeune parce qu'il n'approuvait pas son mariage. Et donc, la jeune fille va décider de partir à la rencontre de ce grand-père. Et à ce moment-là, elle va faire la rencontre d'une personne qui, par alliance, est liée à elle, qui s'appelle Cathy. Cathy est une jeune fille qui est à l'opposé de Philomela. Philomela est une jeune fille pleine de bons sentiments, très douce, qui vraiment veut aider tout le monde, qui accepte de se faire traiter comme un gros caca, alors qu'elle ne mérite pas de se faire traiter comme ça. Cathy, c'est le côté, j'allais dire acerbe, mais c'est même pas acerbe, elle est acide, Cathy. Cathy, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est sadique, elle est... on le voit sur la couverture, hein, je vous laisse découvrir ce qu'elle a entre les mains. Et donc, voilà, c'est un personnage absolument odieux, Cathy, et on va avoir la rencontre de ces 2 personnages féminins qui vont lutter un petit, carrément, pas qu'un petit peu, mais qui vont lutter. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si ça ne sera pas mon préféré de Michael McDowell, parce que j'ai trouvé qu'il manquait un chouïa de subtilité. Je sais que j'ai préféré Les Aiguilles d'Or. Ce que je trouve très très fort chez cet auteur, c'est qu'il nous fait toujours une scène d'introduction qui nous laisse... moi, il me couche direct avec cette première scène. Je me rappelle que la première scène des Aiguilles d'Or, on est dans un espèce de descriptif glauque de ce New York poisseux. Là, on arrive, la scène d'introduction, on découvre le personnage de Cathy et on se dit direct, waouh, ok, ça va le faire. Je pense que je ne vais pas aimer ce personnage. Et effectivement, on n'aime pas ce personnage, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'elle est... Bah, on peut pas l'aimer, hein, clairement, on peut pas l'aimer. Ça me conforte dans le fait que Michael McDowell est un de mes auteurs favoris. Il y a quelque chose dans sa plume qui est assez dingue et qui met mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise, mais qui a un côté vraiment très, très noir, très sombre, et qui va frôler, friser, je ne sais même plus, quelque chose en F, qui va friser, non c'est toujours pas le bon mot, qui va vraiment être border avec un côté malsain. Enfin c'est même plus que frôler le malsain, on est carrément dans le malsain, mais qui pourtant ne nous met pas, enfin moi personnellement ça me met pas mal à l'aise parce que il a un côté très analytique et très détaché, limite froid de ce qu'il nous décrit, alors que c'est mais glaçant quoi.
J'ai adoré ce livre, même si, comme je vous dis, c'est pas forcément mon préféré, ça reste un très bon Michael McDowell. On n'a pas de part... Alors, on a une petite part fantastique dans celui-ci, une toute petite part dans le personnage de Cathy, dans une sorte de don qu'elle a, mais ça pourrait très bien ne pas être catalogué comme du fantastique. Donc si vous êtes réfractaire à ce style-là, bah, vous pouvez y aller, parce que par exemple, on l'avait beaucoup plus dans Blackwater, ça c'est sûr. Là, dans celui-ci, on l'a pas tellement. Le livre suivant que j'ai lu, c'est un livre jeunesse que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Inis. Il s'agit de Wonderland, le royaume des plus éternels de Sachiko Kashiwaba, qui est un livre qui se lit assez facilement. J'ai mis un peu de temps parce que j'étais occupée, mais c'est un livre jeunesse et assez court. On va suivre ici le destin de Akane, une jeune fille qui vit au Japon, je pense, dans un pays asiatique. Et en fait, elle va voir sa tante, je crois que c'est sur la demande de ses parents. Et on sent que sa tante, elle la kiffe pas des masses parce que elle est un peu particulière, c'est un peu l'ovni de la famille. Akane va la voir et elles se retrouvent toutes les deux par un concours de circonstances à aller dans la cave. Et quand elles arrivent dans la cave, elles découvrent qu'il y a un passage entre leur monde et un autre monde, un monde complètement, c'est un monde complètement fantastique. C'est un récit fantastique et donc un monde merveilleux où elle va plonger avec sa tante et où elle va découvrir plein de choses. Dans ce livre, je ne peux pas forcément vous en dire plus parce que c'est assez court et qu'il faut le découvrir. Dans ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on va dans un univers où chaque élément est complètement, pas farfelu, mais auquel on ne s'attend pas, avec une plume très poétique. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de très fort, je trouve, dans l'écriture asiatique, que j'avais déjà trouvé dans des lectures plus adultes au niveau asiatique également. Et vraiment, ça part dans un univers qui pourrait faire penser à du Miyazaki, dans le sens où ça va pas dans l'univers plus convenu, on va dire, de l'imaginaire américain ou européen. Là, on est vraiment sur quelque chose de farfelu. Et c'était hyper intéressant. Et je pense que, par exemple, pour les plus jeunes, leur permettre de découvrir des ouvrages qui leur ouvrent à des mondes de fantasy ou de fantastique, en l'occurrence pour celui-ci, qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est hyper intéressant parce que justement, ça permet de ne pas retomber tout le temps dans les mêmes schémas d'imaginaire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si des fois, comme j'étais un petit peu dispersée au moment où j'ai lu, j'avais pas toujours tous les éléments. Pourtant, ça reste du jeunesse. Mais voilà, clairement, c'est une plume que j'ai beaucoup aimée, une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et je encourage à lire si vous êtes intéressé pour découvrir des mondes fantastiques différents. Sachant que ça se lit, je pense, facile à mon avis, à partir de 8 ans. Parce qu'on a un livre qui fait 180 pages, qui est écrit, comme je vous disais, assez gros, assez aéré, et dont l'univers n'est pas du tout inabordable, ce qui des fois peut être un petit peu le cas sur des mondes fantastiques ou de fantasy qui peuvent être un petit peu complexes. Là, je pense que justement, les plus jeunes se laisseront porter très 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 facilement par cet univers complètement... j'ai encore envie de dire farfelu, mais j'aimerais bien trouver quand même un autre adjectif. Dans ce monde qui est complètement différent et vraiment fantastique au sens propre du terme, c'est-à-dire dans notre univers et dans lequel on voyage différemment. La dernière lecture que je vais vous présenter, si vous avez suivi les vlogs, vous ne serez pas étonnés. Je me suis prise de passion le mois dernier. J'ai lu le 2e tome de cette saga. J'ai mis énormément de temps avant de lire le 2e tome. Genre, il a fallu, je pense, plus d'1 an avant que je me dise « Allez, je vais lire le 2e tome ». Et depuis que je l'ai lu, j'ai très envie de lire et de dégommer la suite. J'ai lu le 3e tome des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman chez La Bête Noire. J'ai lu le 2e tome et je me suis découvert une véritable passion pour cette suite d'aventures de Samson et Delilah. Donc j'ai un peu craqué puisque en suivant, j'ai acheté le 3, le 4, le 5 et le 6 que j'ai trouvé d'occasion. Et j'avoue que j'ai pas du tout été déçue par ce 3e tome et je pense que je lirai le 4e, pas dans trop longtemps, mais d'abord il y a certains livres que je voudrais lire, que je voudrais pas dégager, mais que je voudrais lire avant parce que j'ai très envie de les lire. Dans ce tome-ci, on va suivre toujours les aventures de Delilah et de Samson, alors qui vivent à Bruncliff. Le principe, c'est que Delilah est une jeune femme qui vit dans son village depuis toujours. Elle a eu un mariage complètement malheureux et elle est retournée vivre là où elle était avec ses frères. Enfin, elle habite pas avec eux, mais pas loin. Et elle va monter une agence de rencontres, une agence de site internet avec son
compagnon, d'ailleurs son mari, il me semble que l'agence de site internet c'était au moins avec son mari, et en fait ça bat de l'aile, hein, ses commerces c'est pas ouf, et va débarquer dans ce fameux village Samson qui revient, c'est un peu l'enfant maudit du village, qui revient des années après avoir fui avec perte et fracas suite à une dispute avec son père, qui va revenir et qui va également monter une agence dans la même agence que Delilah, et lui il va monter une agence de détective. Et donc Delilah et Samson vont se retrouver à enquêter plus ou moins ensemble. On est sur du cozy mystery, mais on est sur du cozy mystery hyper bien construit. Avec, même si l'énigme en soi, elle n'est pas hyper difficile, moi je pense que je l'ai trouvé assez vite. Il y avait quelques éléments, enfin hyper vite, non, je l'ai trouvé sur le 3e tiers, mais on n'est pas sur une construction qui est faite pour justement nous tenir en haleine et tout ça. Il y a des éléments que je n'avais pas dans la résolution, mais mine de rien, j'avais quand même la trame principale. Après, si on lit du cozy mystery, vous devez le savoir, on ne le lit pas pour ça, on lit surtout pour l'ambiance qu'il y a et la suite des personnages. Et j'avoue que dans ce tome 6, c'était hyper cool parce qu'on a su un petit peu plus ce qui se passait pour Samson. Pourquoi est-ce qu'il avait quitté son boulot d'avant et qu'il est revenu dans le village? On en sait vraiment très peu. Hein. Julia Chapman, elle nous distille un tout petit peu d'informations, mais on n'a vraiment pas grand-chose. Mais assez pour nous mettre l'eau à la bouche. Et dans ce tome-ci, on suit toujours voilà, le lien qui va se créer petit à petit entre nos deux protagonistes. C'est vrai que moi, je les aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup tout le village qu'il y a autour, que je trouve vraiment super. Si vous êtes dans un moment où vous n'êtes pas ouf au niveau de la lecture, vous avez un peu de panne, ou alors vous avez envie de lire quelque chose où vous avez un attachement au lieu, au personnage, mais sans pour autant voilà, vous prendre la tête, je vous invite évidemment à lire cette saga qui est hyper addictive, hyper intéressante, parce qu'on ressent forcément un attachement fort pour ce village. Vous allez forcément vous attacher à Delilah, Samson et le chien de Delilah, qui est un petit cœur fondant. D'ailleurs, dans ce tome-ci, il se passe un événement pour lui, que je vous laisserai découvrir. Par contre, évidemment, si vous devez les lire, il faut absolument les lire dans l'ordre. Ça, vous pouvez pas faire autrement, parce que si vous ne les lisez pas dans l'ordre, vous allez avoir toute la trame principale, enfin toute la trame des personnages qui va vous être spoilée. Et l'intérêt, globalement, de cette saga, c'est ce qui va se passer pour les personnages. Je lirai le 4e tome, évidemment, pas dans trop longtemps, parce que j'ai très envie de lire la suite. J'ai très envie de découvrir, et j'ai pas envie de laisser traîner, parce que c'est trop. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui était, ma foi, hyper bien. On n'est pas loin du coup de cœur pour certains tomes. Alors même si j'ai pas forcément des coups de cœur pour un des 4 tomes, je vais avoir des coups de cœur pour peut-être une saga, ou peut-être un auteur, ou peut-être des auteurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces quatre romans ne m'auront pas laissé indifférente pour des raisons diverses et variées. On est fin août au moment où je tourne l'update, et forcément, je commence à me dire, tiens, mais qu'est-ce qui me plaît le plus? Comment je vais orienter la fin de l'année après avoir tourné le Middle Book Freak. Bon, j'ai plus le terme, mais en tout cas, je vous mets la vidéo par là ou par là, qui est mon bilan de mi-année, où justement, je commence un petit peu à analyser et voir comment je veux orienter les 4 derniers mois qui me restent. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!